Mon précieux. Mon précieux. Je t'aime, ça y est. Mon précieux. Hello mes licornes parité. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de favoris. Enfin, top et flop, parce que je vais aussi avoir quelques flops. Ça faisait une éternité que je n'avais pas fait de vidéo de favoris ou de top ou flop. Donc, tout simplement parce que j'avais pas grand chose à vous présenter de bien nouveau. Mais j'ai plein de choses à vous présenter. Et comme j'ai pas envie que cette vidéo s'éternise, on va pas faire beaucoup de blabla. Je vais vous présenter tout de suite les produits que j'ai aimés. On va commencer par la catégorie beauté. C'est assez surprenant puisque comme j'ai dit dans ma vidéo sur mon haul Shein, je suis pas très Marc Lacoste, pas trop discount. Mais j'ai flashé sur les vernis Emma. Franchement, j'en ai acheté 4 en un coup. Non, j'en ai acheté 3 en fait. Celui-là on me l'a donné. Merci Kim. Mais bon bref, j'en ai acheté 3 en un coup, tout simplement parce que 2,50 € quoi. 2,50 €, ça veut dire que j'en ai eu pour 7,50 € pour les 3 vernis, c'est donné. Et en plus, ils sont super beaux. J'adore les couleurs, surtout celle-ci. C'est vraiment ma couleur préférée, c'est une sorte de parme ou un vieux rose, c'est très très joli. Il y a aussi celui-ci qui est de couleur jean. Et puis j'avais aussi acheté celui-ci qui est un rose pâle lambda, parce que franchement c'est vraiment les couleurs qu'on utilise le plus. Et j'ai un rose qui vire un peu vers le corail, donc super sympa pour l'été. J'adore la texture du vernis, il est hyper liquide, hyper facile à manier, à appliquer. En fait c'est un vernis longue tenue, donc je pense que c'est un vernis gel. C'est pas précisé, mais en tout cas il est un peu plus résistant que les vernis lambda. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de vernis. C'est vraiment une collection que j'adore. Je pense qu'on a acheté encore d'autres, genre des bordeaux, des trucs comme ça. Mais j'attends un petit peu l'automne parce que bon voilà, pour le moment, pour les couleurs d'été, j'ai ce qu'il me faut, je crois. Je vais peut-être prendre un jaune ou un orangé, je sais pas, on verra. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment une collection que j'adore. Une autre chose dont j'ai envie de vous parler, c'est pas du tout une découverte, ça fait un moment que je connaissais au produit. C'est le Stila Smudge Pot. C'est un produit que je connais vraiment depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Je pense que je l'utilisais déjà à la fac. Mais je l'avais délaissé parce que je préférais utiliser des crayons. Oula! Je préférais utiliser des crayons, je trouvais ça beaucoup plus pratique et tout. Et surtout, j'avais tendance à oublier de refermer le capuchon. Et du coup, mon pote, il était totalement sec au bout d'un moment. J'étais dégoûtée quoi, j'avais vraiment le seum. Mais je l'ai redécouvert dernièrement parce que je commençais à en avoir marre en fait d'avoir le crayon qui coule. Et je me souviens en fait que grâce à sa formulation, ce liner ne coulait pas. Et donc je l'ai redécouvert avec plaisir. Et c'est vrai que en effet, la formulation est parfaite. C'est-à-dire que elle est facile à travailler, facile à appliquer. Franchement, tu frôles à peine ta muqueuse, parce que je le mets souvent en muqueuse, je le mets jamais en liner. Tu frôles à peine ta muqueuse avec ton pinceau. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir le pinceau que j'utilise, c'est le pinceau Stila taille 4. Donc voilà, c'est le même. Il est un peu cracra parce que je l'ai utilisé évidemment. Tu effleures à peine ta muqueuse et ça y est, tu as déjà un trait parfait. Et j'adore ça, et en plus ça coule pas, et franchement je l'adore. Honnêtement, si vous avez comme moi un problème avec les muqueuses sur lesquelles votre crayon a tendance à couler, je vous conseille vivement ce produit-là, qui est encore une fois le Stila Smudge Pot, qui est franchement une valeur sûre. Ça fait 15 ans qu'il existe et ça fait 15 ans finalement que j'utilise. Je l'ai abandonné, j'ai été infidèle et je le regrette amèrement parce que franchement, c'est vraiment le seul qui me convient. Ensuite, ça se voit peut-être pas là, mais en fait, j'ai décidé de passer au naturel. J'ai décidé d'arrêter de me défriser les cheveux. Donc ça fait, là, j'ai 3 mois et demi, enfin même 4 mois de racines en fait. Les cheveux crépus ou frisés, une fois qu'on les défrise, en fait, ils sont définitivement défrisés. Et en fait, le système qui est utilisé pour le défrisage, ça va être un système qui va casser les ponts de soudure des cheveux pour faire en sorte qu'ils soient lisses. Mais du coup, ça va détériorer à mort le cheveu, ça va le défoncer. Et en fait, du coup, j'ai mes longueurs qui sont mais dans un état pas possible. Et comme je lisse plus, en fait, il n'y a plus la cuticule qui est lissée. Donc, franchement, on le voit vraiment à son état naturel, comme il est naturellement. Et vraiment, mes longueurs, elles sont défoncées. Mais j'ai découvert ce produit qui est le Hair Food à l'aloe vera et c'est un masque hydratant. Enfin, c'est un masque hydratant, on en reparlera plus tard, mais c'est pas vraiment un masque hydratant, vous allez voir. Bon, on va être honnête, il fait pas des miracles, il rend pas mes cheveux super beaux, de manière tout à fait dingue, il rend pas mes cheveux beaux, brillants et tout. Tout simplement parce que mes cheveux sont défoncés, hein. Il y a aucun produit que je pourrais mettre ne pourra les embellir maintenant.
Voilà, j'ai défrisé et du coup mes cheveux, ma longueur en tout cas est défoncée. Par contre mes racines sont dans une santé épatante depuis que j'ai arrêté les défrisages. Ils ne s'en portent que mieux. Mais bon bref, j'ai adoré ce produit tout simplement parce qu'il hydrate le cheveu en profondeur. La première chose que j'adore sur ce produit, c'est qu'il s'utilise de 3 manières différentes. On peut l'utiliser comme démêlant, on peut l'utiliser comme masque profond, mais on peut l'utiliser aussi comme crème de jour, comme leave-in. Voilà, on appelle ça un leave-in en anglais, mais j'espère que vous comprenez. Mais en tout cas, c'est une crème qu'on ne rince pas et qu'on laisse sur ses cheveux pour les protéger, pour les hydrater tout au long de la journée. J'aime aussi ce produit parce qu'il est 98% d'origine naturelle, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas d'origine naturelle, ça va être seulement tout ce qui va être conservateur, parfum et compagnie. Il n'est pas entièrement clean, mais il est quand même vachement clean. Il n'y a pas de parabènes. Il est vegan. Il est biodégradable. Ah, ça, j'avais pas vu. Il est testé dermatologiquement. Il n'y a que des huiles végétales dedans. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes. Que voilà, c'est vraiment le super produit. Troisième chose que j'adore dans ce produit, c'est qu'il se trouve absolument partout, puisqu'on le vend en supermarché. Donc, il se trouve vraiment partout. Il est facile à trouver. Contrairement à la plupart des produits pour les noirs, celui-là se trouve partout, tout simplement parce que c'est pas un produit pour les noirs, c'est un produit vraiment pour ceux qui ont envie d'hydrater ses cheveux. Donc que vous ayez les cheveux bouclés comme moi, que vous ayez les cheveux frisés comme moi, ou que vous ayez les cheveux raides comme des piquets, à partir du moment où vous avez les cheveux secs et vous avez besoin d'un petit peu d'hydratation, oula, vous prenez ce produit-là. Donc il marche pour tout le monde, il est super et en plus, l'odeur, je sais pas comment vous décrire cette odeur. Il y a un peu de noix de coco, un peu de... Je sais pas, c'est très léger, très subtil, mais c'est une odeur très agréable. Je vous assure, c'est vraiment une odeur... On sent vraiment le cocooning, en fait, en sentant cette odeur. C'est vraiment... Ah, voilà. Voilà, on a l'impression d'être dans un petit nuage. J'ai aussi testé celui à la banane, qui est la version nutritive. Et mes cheveux ont adoré. Mais alors, adoré. Si vous avez les cheveux très secs, foncez parce qu'il est vraiment génial. C'est vraiment exactement le même concept, c'est-à-dire 98% d'origine végétale, tout ça. Sauf que celui-là est hydratant alors que l'autre est nourrissant. Et franchement, mes cheveux adorent celui qui est nourrissant. Je ne l'ai pas sur moi actuellement parce que je suis entre 3 appartements, donc c'est compliqué. Mais je vous assure que celui à la banane est vraiment génial. Donc voilà, franchement, je vous conseille absolument cette ligne-là. Il y a aussi la version pour avoir des cheveux lisses qui sera à la macadamia, la version pour réparer ses cheveux qui sera la papaye. Et celui-là, je pense que je vais bientôt l'essayer, je vous en parlerai sûrement sur cette chaîne. Et puis il y a la version bec goji qui est pour celles qui ont les cheveux colorés pour protéger leur coloration. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette ligne-là. Franchement, c'est vraiment une tuerie, c'est pas cher, c'est partout et honnêtement, ça vaut le coup. Ensuite, j'avais envie de vous parler de ce petit bijou qui est la nouvelle Naked d'Urban Decay. Vous le savez, je suis dingue des Naked. J'ai adoré la Smoky, j'ai adoré la Hit. Par contre, j'ai pas du tout aimé la Cherry, qui pour moi ne s'adressait pas du tout à moi. Mais je n'avais pas mis la main sur les 3 premières éditions, qui est la Naked, tout court, la Naked 2 et la Naked 3. La Naked 2 parce que c'est sur des tons froids et vu ma carnation, ça ne me conviendra pas. La Naked 3, c'est parce qu'elle est rosée et que comme j'ai la Hit, j'ai pas besoin d'avoir la 3. Et la Naked 1, tout simplement parce qu'elle est sortie il y a très très longtemps. Et que à l'époque où elle est sortie, je m'intéressais pas encore au maquillage. Et elle est ressortie en version Reloaded et il me fallait absolument mettre ma main dessus. Que ce soit pour des raisons de collection, mais c'est aussi parce que je voulais vraiment savoir ce qu'elle valait. Le packaging que je vous en parle, il est comme ça. Il est en satin, donc vraiment magnifique. Je sais pas, je vais vous montrer. Hop. Il est en satin souple comme ça. Il est magnifique. Maintenant, j'ai peur que ça se tache. Je vous avoue que je suis pas très rassurée. J'aime pas trop quand les packagings ils sont en tissu. Il y a aussi Anastasia Beverly Hills qui fait des packagings en velours. J'aime pas trop ça, je vous avoue. Parce que, en fait, on finit toujours par la salir. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On va bien voir avec l'usure. Mais en tout cas, l'intérieur de la palette est à tomber par terre. Regardez-moi ces couleurs. Je trouve ça magnifique. Vraiment, je suis tombée amoureuse. Quand j'ai vu le packaging, ça me parlait pas plus que ça, mais l'intérieur de la palette est magnifique. Et encore là, je crois qu'au niveau du retour caméra, elle est plus claire que ce qu'elle est en réalité. Je peux vous assurer que les couleurs sont vraiment absolument magnifiques. Mon seul petit bémol, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de dégradé au niveau des marrons. C'est-à-dire que... Alors normalement, si vous êtes blanche, ça c'est votre base et ça c'est votre couleur de transition. Sauf que moi, je suis
mat de peau. Donc moi, pour moi, ça c'est ma base. Et moi, mes couleurs de transition, ça va être plutôt celle-là. Et du coup, j'aurais aimé qu'il y ait une couleur entre ces deux couleurs-ci, qui sont marron là. Donc on a un marron chaud et un marron froid. Et celle-ci qui a un marron, mais alors très soutenu quoi. Le problème c'est que c'est le seul marron mat qui soit un peu plus soutenu. Donc on a rien entre les deux. Et je trouve ça vraiment dommage. Franchement c'est vraiment le seul bémol que je trouve à la palette. Sinon au niveau de la pigmentation, au niveau de la façon de travailler les fards et tout, j'ai rien à redire sur cette palette. Elle est franchement parfaite. Les fards sont de parfaite qualité. C'est du Urban Decay quoi. C'est du Urban Decay tout craché. Et c'est du Naked tout craché. Par contre, un truc qui m'a interpellée, c'est que la palette de Naked me fait incroyablement penser à la palette de Black Up. Là, on a Black Up et là, on a Naked. C'est-à-dire que là, les fards qui sont là, c'est exactement à peu près les mêmes fards. On a même le petit phare orangé là, on l'a là. Sauf que en fait, la palette Naked... elle est un petit peu plus claire, elle a des tons un petit peu plus clairs que la palette, pour le coup, Black Up, qui va être avec des tons beaucoup plus soutenus, tout simplement parce que Black Up, c'est une marque pour les femmes à la peau noire, en général, même si on peut quand même utiliser les produits Black Up, même si on n'est pas noir, hein, il n'y a vraiment pas de problème, mais c'est quand même une marque qui s'adresse vraiment aux femmes à la peau foncée, donc effectivement, ils ont sorti un produit avec des teintes un petit peu plus soutenues, et je trouve ça amusant de voir qu'en fait, Naked s'est largement inspiré de cette palette. Je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est vraiment de l'inspiration, franchement, elle y ressemble beaucoup, je trouve. Donc voilà, je trouvais ça amusant de le souligner. Donc Cocorico, puisque Black Up est une marque française. Et last but not least, puisqu'on parle de palette, il faut que je vous présente la palette Urban Decay X Game of Thrones. Oh oui! Alors normalement où cette vidéo va être publiée, normalement le dernier épisode de Game of Thrones n'est pas encore sorti. Je vais me débrouiller pour monter cette vidéo en vitesse pour que vous puissiez avoir cette vidéo à temps pour voir le dernier épisode de Game of Thrones, comme ça on sera à fond dans la tendance. D'ailleurs on parlera de la série Game of Thrones plus tard dans la vidéo. Mais voilà, c'est la palette collector de Urban Decay en collaboration avec Game of Thrones. Je suis ravie d'avoir pu mettre ma main sur cette palette. Je l'ai achetée dès la sortie de la palette. J'ai dépensé mes derniers euros de avril, parce qu'elle est sortie fin avril. J'ai dépensé vraiment mes tout derniers euros pour pouvoir mettre ma main sur cette palette. Et je crois que vous l'avez tous vu un petit peu, mais je vais quand même me permettre de vous montrer l'intérieur de cette palette qui est vraiment à tomber. Alors, tout d'abord, on a le miroir. Bon, ça, c'est pas terrible. Bon, là, on a une citation de Daenerys où elle dit en gros qu'elle ne va pas se contenter de récupérer le pouvoir, mais qu'elle va, comment dire, brûler tout sur son passage jusqu'aux dernières cendres. Voilà, je viens de voir l'épisode 5. Je dis ça, je dis rien. En effet, je crois que cette citation valait le coup de la mettre ici. Et hop, on ouvre ça et on a un pop-up du Game of Thrones en lui-même. Franchement, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Like. Là, c'est une citation de Tyrion. Et on referme tout ça parce qu'on n'en a pas besoin finalement. Et en fait, la palette en elle-même se trouve ici. Autant dire qu'elle est juste magnifique. Regardez-moi toutes ces couleurs. Il y a 20 fards dedans. Il y a quand même 20 fards. Alors oui, c'est vrai qu'elle est un peu chère puisque je crois qu'elle a 65 € ou 66. Une connerie comme ça. Donc elle est assez chère. C'est vrai. Mais il y a 20 fards dedans. À titre comparatif, la palette de Naked est à 47 € il me semble. Et il y a 12 fards dedans. Donc ça veut dire que dans celle-ci, il y a 8 fards de plus. Donc pour 13 € de plus, je trouve ça correct. Voilà, je trouve ça correct. En plus, c'est un objet collector. Honnêtement, j'ai plus acheté la palette par total fanatisme pour la série et pour Urban Decay. C'est-à-dire que cette palette englobe mes deux passions, c'est-à-dire le maquillage et Game of Thrones. Je sais pas si vous savez, mais je suis vraiment une dingue de Game of Thrones. J'ai tous les livres de Game of Thrones, j'ai tous les livres de l'univers de Game of Thrones. Je suis archi dingue de cette série. Et archi dingue des livres, mais en tout cas je ne pouvais pas passer à côté de cette palette, c'est juste pas possible. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu plus chère que la plupart des autres palettes, mais voilà, il y a 20 teintes. J'avais peur de ça parce que il est arrivé à Urban Decay de sortir des palettes collector genre la Vice palette, dont la qualité des fards était beaucoup moins intéressante que celle de ces palettes à 12 fards, genre les Naked et compagnie.
Donc j'avais peur de ça. Mais là c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là franchement au niveau de la qualité des fards, je les ai essayés. D'ailleurs c'est le make-up que je porte actuellement. Si vous voulez voir ce make-up, si vous voulez que je vous fasse un tutoriel sur ce make-up, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. D'ailleurs je pense que je vais reprendre justement toute la partie beauté, toute la partie make-up que j'avais laissé de côté, tout simplement parce que j'avais pas le matériel pour faire de la beauté. J'ai plein d'idées de vidéos, donc dites-moi surtout en barre d'infos si ça vous intéresse ou si vous préférez que je parle de mode ou d'autres choses. Mais moi j'ai très envie de recommencer à vous parler de beauté parce que voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne, donc n'hésitez pas. Bref, je me suis maquillée avec et je peux vous dire que les fards sont d'une qualité hallucinante. C'est-à-dire que c'est d'une pigmentation, là on a un mat, hein. Pourtant c'est un mat, hein. Mais regardez-moi cette pigmentation. Hop. Voilà, et c'est pas le plus soutenu quoi. Hop. La pigmentation est hallucinante, franchement, on n'a pas besoin de passer 10 000 fois le pinceau déjà sur la couleur et puis après sur son œil pour avoir un truc vraiment qui vaut le coup. C'est vraiment du Urban Decay tout craché, c'est-à-dire qu'on a de la pigmentation, on a des matières faciles à travailler. Je l'adore, je la trouve magnifique. Regardez-moi ces violets, regardez-moi l'intensité de ces violets, regardez-moi ces verts, ces bleus, c'est juste la palette parfaite pour moi. Elle va à toutes les carnations, elle va à toutes les couleurs Dieu. Donc pour moi, c'est vraiment la palette parfaite. Je trouve qu'ils ont fait un job super. Franchement, j'avais vraiment peur du résultat. Mais en fait, je suis super rassurée. Ah! Et il y a le petit détail que j'ai kiffé aussi, c'est, regardez la tranche et puis aussi l'intérieur du... Je vous montre le dos de la boîte, d'ailleurs, que j'avais pas fait. Et c'est franchement sympa. Ce que j'adore aussi, c'est le petit détail qui tue, c'est l'intérieur des boîtes avec la carte du Game of Thrones. Donc du coup, je vais pas l'éventrer pour vous le montrer correctement, parce que c'est un objet de collection et du coup, j'ai bien l'intention de le garder tel quel. Mais en tout cas, regardez, on a la carte géographique du monde de Game of Thrones. Donc je trouve ça, franchement, c'est vraiment au détail près, c'est vraiment... c'est parfait pour les fans, quoi. Ensuite, c'est le moment de parler bouquin. Parce que oui, c'est pas parce qu'on aime la mode et la beauté qu'on est des filles stupides qui ont rien dans le cerveau. Ça n'a rien à voir, qu'on se le dise. J'ai donc 2 bouquins à vous présenter. Le bouquin que j'ai dévoré pendant le mois d'avril, ça a été celui-ci. C'est la méthode bullet journal de Ryder Carroll. Ryder Carroll, c'est tout simplement l'inventeur du bullet journal, du concept en lui-même. Et donc, il a sorti un bouquin. Honnêtement, je pensais que ce bouquin allait faire un flop parce que je me suis dit, bah franchement, il arrive 3 ans après la bataille. Il y a plein de bouquins qui sont sortis sur le sujet. Il va se faire ramasser et tout. Mais il arrive à sortir son épingle du jeu. Pourquoi? Parce que ce bouquin est tout simplement super bien écrit. Et on sent que c'est vraiment lui qui a créé le concept parce que il t'explique pourquoi il a fait telle ou telle collection, pourquoi telle ou telle chose existe dans son bouquin. Et en plus, il t'explique comment faire en sorte que ton bullet journal soit le plus efficace possible. Parce que ce qu'il dit en fait dans ce bouquin, c'est que il y a une dérive en fait sur Instagram, Pinterest et compagnie d'ailleurs, YouTube, qui est que on présente aujourd'hui des bullet journal de manière super jolie, avec des superbes beaux dessins, des superbes présentations et tout. Sauf que le bullet journal, à la base, c'est pas du tout ça, c'est juste un système d'organisation, c'est juste un carnet dans lequel tu écris ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, où tu veux aller, enfin, voilà, c'est juste un carnet où tu t'organises et où tu arrives à organiser tes journées pour arriver aux objectifs que tu t'es fixés. Et ce n'est rien d'autre que ça. Dans ce bouquin, en fait, il t'explique comment l'utiliser de manière plus efficace possible et comment simplifier les choses, comment faire en sorte que tu te concentres vraiment sur ce qui est important pour toi et que tu laisses de côté ce qui l'est beaucoup moins. Donc, je trouve ce bouquin vraiment super, super intéressant. Je vous le conseille, mais à 10 000 %, vraiment, à 10 000 %. Si vous ressentez, en fait, que votre destin vous échappe, que votre vie vous échappe, prenez le temps de lire ce bouquin, même si... Pour vous, la méthode bullet journal, c'est n'importe quoi. Prenez le temps de lire ce bouquin. Et vous allez comprendre qu'en fait, la méthode bullet journal, vous ne l'avez pas comprise. Tout simplement. Parce que la méthode bullet journal, c'est pas quelque chose qui est aussi bien travaillé que sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur un Pinterest. Ça n'a rien à voir avec ça. Un bullet journal, en fait, c'est juste un carnet où tu écris ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, où tu vas aller, machin. Mais tout ça doit être organisé de manière la plus efficace possible. Et c'est ce qui t'explique dans ce bouquin. Et franchement, c'est vraiment génial. Ensuite, au rayon fiction. Puisqu'on est parti avec Game of Thrones, bah, on y retourne. Pourquoi je vous montre ce bouquin? Simplement parce qu'à l'heure
où je tourne cette vidéo, et normalement où je publie cette vidéo, le dernier épisode de Game of Thrones n'est pas encore sorti, mais il sortira bientôt. Et ça en sera fini de la série Game of Thrones. Mais je sais que dans le livre, à partir du livre 4, de la saison 4 en fait, le livre et la série commencent à se différencier. Il commence à y avoir des trucs qui sont pas repris dans la série, et d'autres qui sont dans la série mais qui sont pas repris dans le livre. Et il commence à y avoir des petites choses qui diffèrent. Tout ça pour arriver à la fin de George R.R. Martin, qui va être, à mon avis, un peu différent de la fin de la série, parce que même si dans les grandes lignes, ça risque d'être la même chose, je trouve que les showrunners et les scénaristes de la série ont beaucoup moins de talent que George R.R. Martin pour dépeindre les personnages et pour faire des situations qui sont totalement prenantes, quoi. Et même si j'ai adoré regarder la série, je pense que l'histoire que va me raconter George R.R. Martin va plus me plaire. Donc c'est pour ça que je me suis mise à la lecture du 5e tome, et que je vais m'y mettre davantage quand la série sera terminée. C'est parce que je sais que je vais préférer la fin que va me proposer George R.R. Martin. Et je sais qu'il va prendre plus de temps à m'expliquer la fin. Parce que le problème de la dernière saison de Game of Thrones, et on va en parler tout à l'heure, c'est que c'est trop rapide en fait. Ils n'ont pas assez d'épisodes et c'est trop rapide. Et même si j'aime les idées, même si j'aime... Enfin, je comprends là où ils veulent en venir et j'aime en fait ces idées-là, parfois c'est trop vite amené. Et avec George R.R. Martin, ce ne sera pas le cas. Je sais que c'est quelqu'un qui prend le temps de poser ses personnages et tout. Alors, normalement, il ne reste que 2 livres à sortir pour clôturer Game of Thrones. J'espère que ces 2 livres sortiront un jour. Je vous avoue que je commence à être un petit peu impatiente parce que le dernier livre, le tome 5, il est sorti il y a longtemps. Et du coup, voilà, j'espère que vraiment le 6 et le 7 vont sortir dans les 5 ans qui viennent, parce que sinon ça va être impossible. Surtout que, même si, bon, il est pas aussi vieux que les gens disent, voilà, il n'est pas non plus tout jeunet. Et donc, je parle de George R.R. Martin. Et donc, ce serait pas mal qu'il publie ses livres avant de mourir. Ou qu'il les publie avant que moi je meure. C'est-à-dire qu'on sait jamais, il peut m'arriver un accident et tout. Et je ne saurais pas comment finit les livres Game of Thrones, vous vous rendez compte? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est la seule chose qui me fait tenir aujourd'hui. Non, je rigole. Non, mais bon, bref. Du coup, je me suis mis à lire le tome 5 en attendant le tome 6 et le tome 7. Parce que je sais que, à partir de ce tome-là, les directions... Enfin, les histoires prennent vraiment des directions différentes entre le livre et la série. Et du coup, j'ai peur que si je lis que le 6, je vais pas comprendre ce qui se passe. Et je pense que je ne comprendrai pas ce qui se passe parce qu'il y a plein de choses qui sont tues dans la série alors que dans le livre, elles sont très très présentes. Comme la relation avec les loups, par exemple. Comme Lady Stoneheart, qui est Catelyn Stark, mais revenue d'entre les morts, dont on ne parle pas du tout dans la série. Enfin, il y a plein de choses dont on ne parle pas dans la série qui sont dedans. Ou la théorie du Valonqar, par exemple. Elle n'est pas dans la série, mais elle est là-dedans. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir la fin que nous prépare George R.R. Martin. Et du coup, c'est pour ça que je mets un point d'honneur à lire ce livre-là, même s'il est énorme. Je crois que je vais mettre des mois à le lire, franchement, parce que je suis pas une grosse liseuse en plus. Donc, il est énorme, mais je sais que je vais prendre mon pied. Et j'ose espérer que à Noël prochain, on me proposera le tome 6, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si c'est pas le cas, il y aura toujours le hors-série sur les Targaryens, que j'ai toujours pas lu, mais qu'on m'a un peu spoilé, donc j'ai un peu le seum, mais bon, bref. Voilà, si c'est pas le cas, il y aura toujours ça. Alors, au niveau des fictions, je vais pas vous faire de suspense, vous savez que l'une de mes fictions favorites du moment, c'est vraiment Game of Thrones. Les minutes qui suivent vont être 100% spoiler. Si vous n'avez pas vu les 5 premiers épisodes de la saison 8 de Game of Thrones, je vous conseille, vite, d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et je vais vous mettre un timecode pour pouvoir continuer à voir la vidéo. Vous mettrez votre souris au moment précis que je vous dis. Et comme ça, vous serez épargné par les révélations dont je vais parler maintenant. Je vous laisse un peu de temps pour le faire.
C'est bon? Ok, on est entre nous du coup. Donc cette saison 8 de Game of Thrones, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, personnellement, c'est que j'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur cette saison 8, mais moi, j'adore cette saison. Je suis d'accord, ça va trop vite, il n'y a pas assez d'épisodes. Les personnages sont pas assez bien construits, enfin, la trame n'est pas assez bien construite pour qu'on croie vraiment, pour qu'on comprenne vraiment les revirements de situation. Et c'est beaucoup trop rapide sur certains plans. Je suis d'accord. Mais j'adore pour le moment Game of Thrones. Les épisodes qui ont fait le plus de critiques, c'est-à-dire le 3 et le 5. On va en parler tout de suite. Le 3e épisode, je l'ai adoré. Honnêtement, je l'ai adoré. Oui, c'est vrai. Jon est totalement absent et Daenerys aussi sont totalement absents de l'épisode. Et ils servent à rien dans cet épisode. Mais je trouve ça justement super bien parce qu'on s'attendait à ce que Jon fasse un carnage au niveau des White Walkers et il en est rien et je trouve ça génial. Et je trouve ça génial qu'au final c'est la petite Arya de rien du tout qui défonce le King of Night. Ou le Night King, je sais plus. Le Night King, ouais. En revanche, au niveau du 5e épisode, je ne comprends pas les critiques sur le fait que Daenerys vrille trop rapidement. C'est-à-dire que depuis la saison 7, on dit tous « Ouh là 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 !» Daenerys, elle se dirige lentement vers la Mad Queen. Depuis la saison 7, on le voit tous venir. Et pourtant, quand on la voit totalement vriller et brûler King's Landing, il y a des gens qui disent oh, « Mais non, mais elle ferait jamais ça, pourquoi non ?» Mais si. Enfin, on l'a tous vu venir. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Et je pense que ce qui se passe, en fait, avec Game of Thrones et avec cette dernière saison, c'est que cette série enclenche un tel engouement. Il y a une telle hype autour de cette série. Il y a tellement de gens qui ont lu ou écrit ou tourné des vidéos sur des théories sur Game of Thrones qu'en fait, on est déçu que ces théories ne soient pas appliquées. Et c'est vrai qu'il y a plein de théories qui étaient super intéressantes, qui étaient super amusantes. Il y a plein de choses dont il parle pas Varys. Moi, j'aurais aimé savoir, par exemple, ce qu'il a entendu dans les flammes quand on lui a coupé les coucougnettes, tu vois. Et d'autre part, les Night Walkers, je trouve que leur but est un petit peu... voilà, ils viennent tout défoncer, en fait, en gros, c'est tout. C'est leur seul objectif. Bon, ça, je trouve ça décevant, c'est vrai. Maintenant, quand ils ont annoncé 6 épisodes, je savais que de toute manière, bon, il fallait s'attendre à ce que la série aille beaucoup trop vite. C'est pas grave, moi je me dis que c'est pas grave, parce que de toute manière, George R. R. Martin va venir par derrière, il va combler les trous. Je pense qu'en effet, on a des raisons d'en vouloir aux showrunners, aux 2 showrunners, qui ont décidé de ne faire que 13 épisodes pour conclure la fin. Donc c'est-à-dire qu'on avait 7 épisodes à la saison 7 et 6 épisodes à la saison 8. C'est pas assez. C'est pas assez. Il aurait fallu vraiment avoir 10 épisodes et 10 épisodes, 20 épisodes. On aurait vraiment eu une belle fin, tu vois. Et c'est vrai que là, on est un petit peu... Il y a du rush. On est rushé. C'est vrai qu'il y a des trucs, par exemple, Ghost. Il traite Ghost de manière... on s'en fout. C'est triste. Ghost étant le loup de Jon. Hein. Donc oui, c'est vrai, c'est triste. Mais... d'un autre côté, je comprends le fait qu'il fasse finir en 6 épisodes et que du coup, c'est vrai qu'en même temps, Ghost, on s'en fout un peu, hein, franchement. Varys aussi, on s'en fout un peu en fait. Ça fait partie des histoires d'à côté qu'on aimait savoir, qu'on aimait savourer, mais en gros, c'est pas ce qui va changer notre life. Ce qui va changer notre life, c'est de savoir ce qui se passe à la fin. Donc voilà, pour le moment, j'apprécie beaucoup cette saison. J'ai pas encore vu l'épisode 6. Je vous ferai une petite story sur Instagram pour vous dire ce que je pense de l'épisode 6. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai beaucoup apprécié la saison. Je la trouve vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé cette série. Je vais être super triste quand elle sera terminée. Mais bon, c'est la vie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et en tout cas, je me dis que de toute manière, tous les vides que laisse la série, bah, c'est George R. R. Martin qui va les combler. Et je pense qu'il va encore mieux les combler parce qu'il a l'art d'écrire des trucs qui prennent, quoi. Voilà. Autre fiction que j'ai adorée, c'est Society. Franchement, quand j'ai vu le teaser sur Netflix, je me suis dit, oh, encore une série d'ados où les ados, ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà, ça va être nul, ça va être chiant à mourir. Et en fait, ma mère m'a dit qu'elle avait vu la série, parce que ma mère est une grosse fan de Netflix. Hein. Voilà, elle a 66 ans, hein, si je ne me trompe pas, elle a 66 ans. Mais c'est une putain de fan de Netflix.
Je trouve ça hallucinant, je trouve ça génial. Et en fait, elle me... c'est elle maintenant... Au début, c'était moi qui lui disais quelle série voir, mais maintenant, c'est elle qui me dit quelle série voir, c'est juste fou. Et elle m'a dit, mais regarde-le, franchement, au début, je trouvais que ça nul, et le thème m'intéressait pas forcément, mais en regardant la série, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment génial. Et en effet, je comprends ce qu'elle veut dire, c'est vraiment génial. C'est une série teen, c'est ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment une série d'ado, mais c'est pas immature. Dans la façon de construire les personnages, dans la façon dans le scénario en fait, en tout cas, c'est pas du tout une série immature. Et les personnages sont extrêmement bien joués. Et surtout, on a un peu le même effet que Game of Thrones, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à tuer des personnages super importants dans la série. Je ne dis que ça, je ne spoil pas. Mais ne vous attachez pas trop aux personnages principaux. Et honnêtement, je trouve que la série est franchement super intéressante parce que, encore une fois, c'est aussi le même esprit que Game of Thrones. En fait, je crois que c'est Game of Thrones façon teen, en fait. C'est-à-dire que, comme Game of Thrones, en fait, c'est plus une série politique qu'une série teen, apocalypse, science-fiction et tout. C'est plus une série politique, pour le coup, vraiment. Donc, franchement, je vous conseille absolument cette série. Maintenant, on passe aux flops. Et là, pour les flops, franchement, je n'en ai qu'un. Et j'en ai qu'un parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur un haul Shein que j'avais fait et qui m'avait pas du tout satisfaite. En fait, pour tout vous dire, c'est que je pense que l'argent est quelque chose de rare. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a à foison. Et c'est tellement difficile à obtenir l'argent que pour moi, chaque centime que je dépense doit être satisfait. Tu vois? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dépense un centime, je dois être entièrement satisfaite. Et ça n'a pas été le cas avec Shein. Shein a un gros problème de taillage. Surtout pour la grande taille, ils ont un énorme problème de taillage. C'est-à-dire que d'un article à une autre, les tailles vont être totalement différentes. Moi, j'ai pas été contente de la taille, du coup, j'ai pas été contente des finitions, j'ai pas été contente du tissu, j'ai pas été contente du conditionnement des envois. Bref, il n'y a rien qui allait dans cette commande. Et en fait, en soi, c'est pas un problème. J'ai essayé la marque, elle ne m'a pas convenu, point barre. Mais ce que je comprends pas, en fait, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me reprocher de dire ce que je pensais de la marque. Mais c'est mon travail, en fait. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de dire aux consommateurs, bah, moi, quand j'ai essayé cette marque-là, ça m'a pas convenu. Tu vois? C'est un peu... C'est pour ça que je suis là, quoi. Donc, et encore une fois, j'ai trouvé ça hallucinant dans le sens où on reproche souvent aux youtubeurs d'être trop consensuels et d'être trop pour les marques. Quand il y a quelqu'un qui dit non, j'aime pas cette marque-là, désolé, c'est pas pour moi. En plus, j'ai vraiment dit comme ça, j'ai dit c'est pas pour moi. Et à chaque fois, j'ai expliqué pourquoi. C'est pas une marque pour moi, c'est tout. C'est tout. C'est pas une marque pour moi. Et en fait, je rebondis sur ce que disait Coco Vanille, qui est une super youtubeuse. Franchement, je vous conseille vraiment de vous abonner à sa chaîne parce qu'elle est vraiment chouette. Coco Vanille qui disait que, en fait, quand on fait des vidéos un petit peu plus léchées, un petit peu plus intéressantes, où on prend un petit peu plus de risques, soit vous les regardez pas, soit vous les défoncez dans les commentaires. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc vraiment, c'était vraiment pas une vidéo pour tacler, c'était une vidéo pour essayer la marque. En tant que consommatrice, qu'est-ce que je pense de la marque? Eh ben, je n'ai pas aimé, c'est tout. C'est amusant de voir les réactions de certaines personnes, et qui sont tellement habituées, en fait, à voir des youtubeurs qui encensent les marques, qui ne supportent pas un youtubeur qui dit « Moi, j'aime pas. Franchement, c'est pas pour moi. » Bah, je suis désolée, mais moi, j'aime pas. C'est pas pour moi. Et c'est pas que la marque, c'est du caca. Hein. J'ai jamais dit ça, et je dirai jamais. Parce que je sais très bien ce que c'est que d'avoir une entreprise, et je sais très bien ce que c'est que de se casser le cul pour que l'entreprise fonctionne. Il n'y a pas de souci. Maintenant, cette marque-là, elle n'est pas pour moi, pour telle et telle raison. Bon, et bien, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos favoris du mois. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant ici. Pensez également à cliquer sur la petite cloche pour bien être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous le dis à chaque fois, mais vous ne le faites pas tous. Donc, je suis désappointée. Je suis colère. Je suis chafouine. Je suis chafouine, vous pouvez pas savoir. Non, parce que après, vous me dites, « Oh, mais non, mais tu as posté de nouvelles vidéos, je savais pas. » Bah ouais, notification. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye.